Le président Trump a décidé aujourd'hui de mener des frappes limitées contre l'Iran, et c'est ce qu'il fait. Mais il faut retenir une chose. Des frappes limitées ne créent pas de dissuasion face à un ennemi déterminé, qui mène une guerre pour sa survie, qui fait face à une menace existentielle. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet, à la fin d'un mois qui a connu une escalade spectaculaire. Un mois où une occasion s'est présentée comme une source d'espoir. Et puis, très peu de temps après, nous avons vu que cet espoir ne reposait pas sur quelque chose de très stable. Nous accueillons un intervenant qui est l'un des membres fondateurs de notre chaîne. Nous l'avons tous invité à nous faire part de son point de vue tout à fait singulier, fondé sur une observation très fine de la région. Il s'appelle Praveen Swami, et j'attends avec impatience de l'entendre depuis ce matin. Je suis certain que vous apprécierez beaucoup ce qu'il a à dire sur ces très importants revirements et sur l'évolution des dynamiques dans cette région. Alors bienvenue Praveen. Vous vous adressez maintenant à une audience mondiale très impatiente de vous entendre. Merci beaucoup, Zulfikar, de m'accueillir dans votre émission. Alors, permettez-moi de commencer par donner une vue d'ensemble. La guerre en Asie occidentale entre maintenant dans son 6e mois. Il est donc temps de comprendre tous les acteurs clés de cette guerre. Quelle est exactement leur priorité absolue? Quelle est la priorité absolue du président Trump, de l'Iran, d'Israël, du Premier ministre Netanyahou? Où se situent les Pakistanais et les pays du Conseil de coopération du Golfe? C'est ce que je vais faire. Je vais vous donner une vue d'ensemble alors que nous entrons dans ce 6e mois. D'abord, un peu de contexte. Le contexte, c'est que le monde d'aujourd'hui est multipolaire. Il y a donc aujourd'hui 3 grandes puissances dans le monde. L'Amérique, la Chine et la Russie. Et 2 de ces grandes puissances, la Chine et la Russie, soutiennent pleinement l'Iran. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette guerre est extrêmement impopulaire en Amérique. Je regardais un récent sondage, un sondage Pew, je crois, qui dit qu'environ 67 à 68% des gens ne veulent pas que cette guerre continue. Vous êtes aux États-Unis, vous connaissez très bien les informations qui nous parviennent. Il y a des pénuries, ou bien les prix du pétrole et du gaz ont augmenté. L'inflation est élevée. Et rappelons aussi que le président Trump, il y a quelque temps, a lui-même dit qu'il ne voudrait pas être un autre président Herbert Hoover, c'est-à-dire le président sous lequel la Grande Dépression s'est produite. C'est donc l'une de ses préoccupations. Et son autre grande préoccupation, c'est qu'il ne veut pas être perçu comme un perdant. Une fois qu'on a compris tout cela, voyons quelle est exactement sa priorité. Mon analyse, c'est que sa grande priorité est de sauver le pétrodollar. Et pour sauver le pétrodollar, sa priorité, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz doit être exempt de péage, et il doit redevenir ce qu'il était avant le début de la guerre, le 28 février. C'est donc sa priorité. Et c'est pour cela que récemment, des informations ont indiqué que les Américains avaient sanctionné l'autorité des États du Golfe Persique, une autorité créée récemment par l'Iran. Elle a été sanctionnée, ainsi que 2 autres compagnies d'assurance liées aux Iraniens. Donc, une fois qu'on comprend sa priorité, qui est le pétrodollar, et j'ai déjà expliqué ce que sont les pétrodollars, donc je ne vais pas entrer ici dans les détails. Il suffit de dire que tout l'empire américain repose sur les pétrodollars. Si les pétrodollars ne sont plus là, compte tenu de la dette nationale américaine, qui s'élève à 39 000 milliards de dollars, il sera très difficile pour l'Amérique de maintenir ou de stabiliser son économie. Et cela aura aussi un impact énorme sur sa puissance militaire. Le pétrodollar est donc absolument crucial. So petrodollar is absolutely significant. Once we understand this, then the
Une fois qu'on comprend cela, la deuxième chose naturelle, logique, c'est qu'il veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Et parallèlement, c'est important, malgré toutes les menaces qu'il a proférées de temps à autre, il a de nouveau menacé de bombarder l'Iran comme jamais auparavant. Il a lancé des invectives, laissant entendre qu'il bombarderait les infrastructures énergétiques de l'Iran, ses infrastructures critiques, tout en sachant très bien que l'Iran rendra coup pour coup. Et une fois que cela arrivera, le monde entier sait ce qui arrivera aux pays du CCG, à leur énergie, à leurs infrastructures critiques, à leurs installations. Et nous savons que, s'agissant des pays du CCG, en dehors du pétrole et du gaz, ils n'ont pratiquement rien. Ils n'ont pas d'eau. Ils utilisent des usines de dessalement. La nourriture vient de l'extérieur. Sur le plan démographique, il y a beaucoup d'étrangers là-bas, et ce sont pour la plupart des régimes impopulaires dans tous les pays du CCG. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse cela. Par exemple, il a récemment frappé l'Iran. Des informations font état de frappes sur 6 ou 7 villes iraniennes. Mais il veillera toujours à ne pas toucher leurs infrastructures énergétiques essentielles et critiques, parce que cela aurait un impact direct sur le pétrodollar, ce qu'il ne voudrait pas faire. Par ailleurs, selon certaines informations, lors des briefings donnés au président Trump, le vice-président J.D. Vance et le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, ont également informé le commandant en chef du nombre limité d'intercepteurs dont dispose l'armée américaine. Or, tous ces intercepteurs, tout le monde connaît des systèmes comme le Patriot, le THAAD ou encore le SM-6, le Standard Missile 6, mettent énormément de temps à reconstituer les stocks ou à combler toutes les insuffisances. Cela ne se fera pas rapidement. Donc, la seule option dont dispose aujourd'hui le président Trump, c'est de mener des frappes limitées contre l'Iran. Et c'est ce qu'il fait. Mais il faut retenir une chose. Des frappes limitées ne créent pas de dissuasion face à un ennemi déterminé, qui mène une guerre pour sa survie, qui fait face à une menace existentielle. Le président Trump est donc dans une situation très difficile. Il s'agit de lui. Maintenant, j'en viens à l'Iran. Quelles sont les priorités de l'Iran? À mon avis, la priorité absolue de l'Iran est de faire sortir les forces américaines de la région. C'est sa priorité. C'est aussi ce qui figure à l'article 4 du protocole d'accord d'Islamabad. Il y est clairement dit que dans le cadre de ce protocole, 30 jours après la signature de l'accord final, soit un total de 90 jours, les Américains commenceront à retirer leurs troupes des zones proches de l'Iran. Selon mon interprétation, il s'agit des pays du CCG. Or, puisque c'est la priorité de l'Iran, il est absolument essentiel pour lui d'avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz. Et c'est pour cette raison qu'il a rejeté la proposition récemment faite par les Omanais. Nous connaissons cette proposition omanaise. Ils étaient en discussion avec les pays du CCG. Ils étaient en pourparlers avec les États-Unis et ils ont élaboré une proposition, désormais appelée 50-50. Nous savons que dans le détroit d'Ormuz, il y a 2 routes. L'une est la route iranienne, qui longe les côtes iraniennes, et l'autre est la route omanaise. Donc ce qu'ils disent, ce que prévoit la proposition omanaise, c'est que ce soit du 50-50. Les navires commerciaux devraient être autorisés à emprunter les 2 routes. Ils disent aussi que, s'il doit y avoir un péage ou des frais à payer, cela devrait être volontaire. L'Iran a rejeté cette proposition. Ce que dit l'Iran, c'est que tout le trafic entrant, les navires commerciaux, doit passer par le chenal iranien. En revanche, les navires commerciaux sortants peuvent emprunter les 2 chenaux, le chenal iranien comme le chenal omanais. Autrement dit, il n'y a aucune chance que l'Iran relâche son contrôle sur le détroit d'Ormuz, car c'est la seule chose qui forcera les forces américaines à quitter la région.
Et ce n'est pas tout. Nous savons aussi que les Saoudiens se sont eux-mêmes créés des problèmes. Sans entrer dans les détails, car vos téléspectateurs connaissent bien les problèmes qu'ils ont créés, nous savons que la guerre entre les Yéménites et les Saoudiens dure depuis 12 ans. Les Saoudiens ont imposé des restrictions sur l'utilisation des ports yéménites et de leurs aéroports. Et c'est pour cette raison que lors des funérailles du guide suprême de l'Iran, les Iraniens ont envoyé un avion commercial pour aller chercher la délégation yéménite afin qu'elle puisse assister aux funérailles. Au retour, nous savons ce qu'ont fait les Saoudiens. Ils ont bombardé l'aéroport international de Sanaa parce que de leur point de vue, il est sous sanction. Et les Yéménites ont réagi immédiatement à cause de la stupidité des Saoudiens. Ce qu'ils ont fait, c'est que nous savons qu'ils ont fermé le détroit de Bab el-Mandeb, la route de la mer Rouge, aux navires saoudiens. Et parallèlement, ils ont frappé les installations pétrolières de Saudi Aramco. C'est une installation très importante. D'ailleurs, petite précision pour vos téléspectateurs. Aramco signifie essentiellement Arabian American Oil Company, la compagnie pétrolière arabo-américaine. Quand le pétrole est arrivé dans les années 1930, c'était l'entreprise en Californie, là où vous êtes basé. Ils ont donc conclu un partenariat avec les Saoudiens. Et puis par la suite, on a su comment l'accord sur le pétrodollar s'était mis en place, en 1974. Aujourd'hui, Aramco est donc entièrement aux mains des Saoudiens. Mais c'est de là que vient ce nom. Et cette installation a été frappée par les Yéménites. Ensuite, selon mon analyse, les Saoudiens ont commis une autre erreur. Ils ont en fait élargi la guerre. Pourquoi? Parce que récemment, des informations ont fait état de frappes menées par les forces américaines et les Saoudiens contre des provinces irakiennes, contre les forces de mobilisation populaire. Or, les forces de mobilisation populaire ne sont pas une milice à proprement parler. Tout le monde le sait, ce sont des forces directement placées sous l'autorité du Premier ministre irakien. Elles font donc, d'une certaine manière, partie des forces de l'État. Une vingtaine de personnes ont été tuées. Les forces de mobilisation populaire et quelques 33 autres personnes ont été blessées. C'est ce que dit le rapport. À la suite de cela, les Iraniens ont frappé la Jordanie. Ils ont tiré 4 ou 5 missiles sur la Jordanie, même si, bien sûr, le commandement central affirme qu'ils ont tous été interceptés. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des informations selon lesquelles un drone a frappé un navire-citerne américain de GNL qui se trouvait au large des côtes égyptiennes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Saoudiens ont de manière insensée élargi la guerre. Cela ne pose aucun problème aux Iraniens, parce que de leur point de vue, leur objectif est de chasser les Américains du théâtre d'opération de l'Asie occidentale. Et la manière dont ils y parviennent, c'est qu'en Jordanie, lorsque les missiles ont été tirés par les Iraniens, l'interception n'est qu'un aspect, selon ce que prétend le commandement central. L'autre aspect, c'est qu'il y a des informations selon lesquelles des personnalités civiles importantes, des juges, des fonctionnaires jordaniens, ont écrit une lettre au régime jordanien pour dire « Regardez, les forces américaines sur notre sol constituent une grande vulnérabilité. Elles ne devraient pas être là. » Cela joue donc en faveur de l'Iran. Du point de vue de l'Iran, les choses sont très claires. L'Iran est très satisfait, mais les Saoudiens paniquent. Et maintenant, selon certaines informations, le ministre saoudien de la Défense s'est rendu à Washington. Il a d'abord rencontré le vice-président J.D. Vance et il a aussi rencontré le président Trump. Il a dit au président Trump qu'il fallait une désescalade. Il ne faut pas qu'il y ait d'escalade. Voilà donc où en sont les Iraniens. Les Iraniens sont clairement aux commandes. Ils maîtrisent la situation.
Comme je l'ai déjà dit, ce sont eux qui ont les options militaires, tandis que le président Trump, lui, n'a tout simplement pas d'option militaire. Et j'ai expliqué tous les dilemmes auxquels le président Trump est confronté. Passons à Israël. Récemment, le premier ministre israélien Netanyahou était à la Maison-Blanche et il a rencontré le président Trump. Il a dit que l'entretien qu'il a eu avec le président s'était très bien passé. Mais quel est son objectif? Quelle est sa priorité? C'est la question qu'il a lui-même formulée. Avant même de partir pour l'Amérique, il l'a dit en Israël, « La guerre ne prendra fin que si le régime iranien s'effondre, ce qui n'arrivera pas, ou s'il renonce à l'arme nucléaire. » Donc l'arme nucléaire est aujourd'hui une priorité, non pas pour le président Trump, mais pour le premier ministre israélien Netanyahou. Car l'arme nucléaire, c'est ce qui concerne le programme iranien, le programme nucléaire, le programme d'enrichissement et la possibilité qu'ils puissent en fabriquer une. Bien sûr, ils en ont la technologie. Ils ont l'expertise. S'ils peuvent enrichir à 60%, ils peuvent sûrement enrichir à 90% aussi. Cela inquiète donc Netanyahou, parce que cela fait directement obstacle à son rêve, au rêve sioniste, d'avoir un grand Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu récemment, dans la NDAA, le National Defense Authorization Act de 2027, qui est en termes simples le budget de la défense du Pentagone, que Pete Hegseth a demandé 1150 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Et évidemment, une grande partie de cet argent est dépensée et continuera d'être dépensée dans la guerre en Asie occidentale. D'ailleurs, lors d'un autre briefing, Pete Hegseth a déclaré que jusqu'à présent, seulement 37 milliards et demi de dollars avaient été dépensés pour la guerre. Mais des analystes indépendants crédibles estiment déjà le montant à près de 100 milliards de dollars. Donc le point à souligner, c'est qu'ils ont demandé un budget énorme pour voir en gros à quelle vitesse ils peuvent obtenir les intercepteurs. Ce qui bien sûr ne sera pas facile. Par ailleurs, il y a une clause dans cette loi. Cette clause porte sur la fusion entre les forces de défense israéliennes, l'armée israélienne et l'armée américaine en Asie occidentale. Ce que cela signifie, c'est que ce n'est pas encore adopté. Cela a été adopté par la Chambre des représentants, mais pas par le Sénat. Et cela reflète en soi le fait que le lobby israélien exerce une très forte influence à Washington. Et fondamentalement, cette fusion signifie que le commandement central des États-Unis, qui coopère avec les Israéliens dans la guerre en Asie occidentale, reste officiellement sous les ordres du commandant en chef, c'est-à-dire le président Trump. Si cette fusion a lieu, alors le commandant en chef de l'armée américaine, essentiellement le commandement central des États-Unis, leurs agences de renseignement, devient le premier ministre israélien. On peut donc très bien comprendre dans quelle direction vont les États-Unis. J'en viens maintenant au Pakistan. Le Pakistan est aujourd'hui un acteur extrêmement important en Asie occidentale. Et cela pour 4 raisons. La première, c'est que le Pakistan s'est vu confier la mission de sécurité collective. Comme je l'ai déjà dit, je pense aussi dans votre émission, le 17 juin, lorsque le mémorandum d'entente d'Islamabad a été signé, et les Iraniens l'ont appelé le mémorandum d'entente d'Islamabad, en plus des 2 présidents qui ont signé ce mémorandum, à savoir le président Trump et le président Pezeshkian, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a signé en tant que médiateur. Et le 17 juin, cela a été signé. Puis le 23 juin, le président Pezeshkian s'est rendu au Pakistan avec de nombreux conseillers. C'était son 2e déplacement. Le premier avait eu lieu en août 2025. Et je ne doute pas que l'un des sujets clés, qui n'a pas été rapporté, mais dont il aurait discuté avec les dirigeants pakistanais, était la nécessité d'un cadre régional. Et ce que serait ce cadre régional?
Or, l'expression « cadre régional » a été employée par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en mars 2026, après sa visite à Moscou, où il a rencontré le président Poutine pendant 1 heure et demie. Ensuite, il s'est rendu à Pékin. Il a rencontré son homologue, Wang Yi. Et à son retour, pour la première fois à Téhéran, Araghchi a évoqué un nouveau cadre régional d'après-guerre. L'un des éléments clés serait qu'un cadre islamique remplace le cadre américain. Une fois que les forces américaines auront quitté l'Asie occidentale, elles partiront tôt ou tard. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de gens disent, regardez, l'an dernier, en septembre je crois, ou en août ou en septembre, les Pakistanais et les Saoudiens ont officiellement signé un accord de défense. Ils disent donc que le Pakistan devrait maintenant soutenir les Saoudiens et combattre les Iraniens ou les alliés de l'Iran. Rien de tel ne se produira. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de défense collective, qui est un jeu à somme nulle. Nous parlons de sécurité collective, ce qui est tout à fait différent. C'est l'un des éléments clés du nouvel ordre mondial. En termes simples, la sécurité collective signifie que tous les pays islamiques vont travailler ensemble et se renforcer face aux ingérences extérieures. Et ici, les ingérences extérieures désignent évidemment les Américains. Donc, l'accord de sécurité collective a été signé. Nous savons que les Pakistanais l'ont signé avec les Saoudiens l'année dernière. Et maintenant, les Koweïtiens ont ratifié, nous le savons, l'accord de défense qu'ils avaient signé avec les Pakistanais en 2023. Et à la suite de cela, le ministre koweïtien des Affaires étrangères s'est rendu au Pakistan. Il est resté là-bas pendant de nombreux jours. Il a rencontré tous les hauts responsables civils. D'après ce que je comprends, il se serait aussi rendu au quartier général de l'armée et aurait rencontré le maréchal Asim Munir. Lui aussi veut faire partie de cette sécurité collective. Et je ne doute pas que les Qataris vont eux aussi très bientôt s'y intéresser. Donc, à l'exception des Émirats arabes unis, d'après ce que je comprends, tous les pays du CCG voudront, tôt ou tard, intégrer cette sécurité collective, dans laquelle les Pakistanais joueront un rôle majeur, pour la simple raison que j'ai déjà évoquée plus tôt dans votre émission. Le Pakistan est un pays unique. C'est un pays musulman, doté de l'arme nucléaire, un pays qui n'a pas de relations diplomatiques avec Israël, un pays qui entretient de bonnes relations avec les 57 pays de l'OCI, et un pays qui dispose de capacités conventionnelles crédibles. C'est le seul pays au monde à avoir de bonnes relations avec les 3 grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. Voilà donc un aspect du Pakistan. Le deuxième rôle qu'il joue dans la région consiste à renforcer tous les pays islamiques afin qu'ils puissent eux aussi relever de la sécurité collective. Et tout ce dont je parle est soutenu à la fois par la Russie et par la Chine. C'est là qu'intervient le Quad. Le Quad est, comme nous le savons, un regroupement souple de 4 pays, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Pakistan, Egypt, Turkey, and Saudi Arabia. Now, this is not a military alliance. Or, ce n'est pas une alliance militaire. Il ne s'agit pas de défense collective. Il s'agit de sécurité collective. La troisième chose que font les Pakistanais, et c'est un rôle extrêmement important, non pas que les 2 autres ne le soient pas, c'est que le maréchal Asim Munir est, selon mon appréciation, la seule personne qui soit en pourparlers direct avec le président Trump. Et il a un accès direct au guide suprême iranien. Je ne vais pas entrer dans les détails sur la manière dont les lettres ont été échangées. Vous savez, le ministre iranien de l'Intérieur était là avec la lettre du guide suprême, puis il a emporté la réponse. Ensuite, une délégation américaine est venue visiter le Pakistan. Donc le point essentiel, c'est qu'Asim Munir est devenu une personne sur les épaules de laquelle repose une grande partie de la paix en Asie occidentale.
and why I'm making this top Et statement si je is fais cette déclaration d'emblée, c'est parce qu'il est le médiateur entre les deux parties. Ces deux parties qui ont des divergences irréconciliables. Elles ne seront pas comblées de sitôt, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas du tout entrer dans ce sujet. Et le quatrième point, c'est que tout ce qui se passe, ce que les Pakistanais, ou plus particulièrement le maréchal Asim Munir, font avec le président Trump, ce que le président Trump veut de lui, à savoir que vous serviez de médiateur ou que vous ameniez les Iraniens à la table des négociations. Tout est communiqué à la Chine, parce que la Chine est le grand soutien du nouvel ordre mondial. Et n'en doutez pas, même l'ambassadeur russe à Islamabad serait lui aussi parfaitement au courant. Voilà donc le rôle du Pakistan. Maintenant, je veux dire une chose très importante. Et cette chose, c'est very important, I want to say a very important thing. And that thing is, what is stuck right now is the negotiation. ce qui est bloqué en ce moment, ce sont les négociations. Les deux parties veulent discuter, parce que du point de vue des Iraniens, je l'ai dit à de nombreuses reprises, les Iraniens ont le dessus, mais ils donnent la priorité à la diplomatie. Tout simplement parce qu'ils veulent un cadre régional, parce que c'est leur géographie. Ils doivent vivre ici avec les pays du CCG, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de destruction ici. Donc, s'ils donnent la priorité à la diplomatie, cela ne veut pas dire qu'ils ne ripostent pas. Ils ripostent et font savoir aux Américains qui a gagné la partie. Letting the Americans know who has won the game. Now, so in my understanding, when we look at À mon sens, si l'on examine le mémorandum d'accord d'Islamabad, son article 13 dit très clairement qu'il y a 4 articles. Les articles 1, 4, 5, 10 et 11. Enfin, 5 articles. Des discussions doivent avoir lieu sur ces points avant que ne s'engagent les négociations sur l'accord final entre l'Iran et les États-Unis. Et rappelez-vous, lorsque le mémorandum d'accord a été signé, 3 groupes ont été créés pour discuter de toutes ces questions avant que l'accord final ne soit abordé entre les deux principaux acteurs. Les Qataris et les Pakistanais étaient présents comme médiateurs dans les 3 groupes. Et quand on regarde ces 5 points, de quoi s'agit-il? And when you look at these 5 things, what are they about? The first one is it talks about Le premier point concerne l'article 1er. Il prévoit l'arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts. Ensuite, dans le protocole d'accord, ils ont mentionné le Liban. Je dirais que les Iraniens vont maintenant aller beaucoup plus loin. Ils vont insister sur un point qui ne figure pas dans le protocole d'accord. Le Yémen doit aussi être inclus. Les FMP irakiennes doivent également être incluses, parce qu'elles sont les alliés de l'Iran. Ils demanderont donc précisément cela aussi dans l'article 1er, parce que le temps joue en faveur de l'Iran. Ils endurent beaucoup de souffrances, mais ils font quelque chose d'extraordinaire pour le monde. Un nouvel ordre mondial est en train de se créer. a new world order is being created. The second, if you see the article, which is article Le deuxième point, si vous regardez l'article, c'est l'article 4. Il parle de la levée du blocus naval et du fait que les forces américaines doivent s'éloigner des abords de l'Iran, ce dont j'ai déjà parlé. Le troisième, l'article 5, concerne le passage sûr des navires commerciaux. J'ai déjà expliqué que tout cela doit se faire sous la supervision des autorités, ainsi que de la marine des gardiens de la Révolution. Ensuite, il demande à nouveau que les exportations iraniennes de pétrole, qui avaient commencé une fois le protocole d'accord signé, mais qui ont été interrompues, reprennent. Les Iraniens devraient être libres d'exporter leur pétrole, leur gaz et leurs produits dérivés. Ils devraient pouvoir le faire. Et puis, ils insisteraient aussi dans l'article 11 sur la libération de leurs fonds gelés. the release of their frozen funds. We know that some initial talks went on. Nous savons que des discussions initiales ont aussi eu lieu entre les Iraniens et les Qataris. Les Américains étaient présents. Il avait été dit qu'environ 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés dans des banques qatariennes seraient débloqués. Mais cela ne s'est jamais produit. Je dirais donc qu'à présent, les Iraniens exigeront que les fonds gelés, qui s'élèvent à près de 12 milliards de dollars,
soit débloqué avant le début des discussions. Autrement dit, les Iraniens en ont assez. Ils ne font absolument pas confiance aux Américains. Ils ont le soutien de deux puissances mondiales. Ils comprennent que Trump est dans une très mauvaise situation et il n'y a aucune chance qu'ils apportent le moindre réconfort au président Trump. Merci Zulfikar pour votre patience. Thank you, Zulfikar, for your patience. J'ai écouté avec une attention soutenue, Parveen, et je dois le dire catégoriquement. Je parle avec beaucoup de commentateurs très informés, extrêmement compétents, mais vous faites partie des meilleurs, des tout meilleurs. C'est un ravissement, c'est un plaisir de vous écouter et je suis honoré que vous soyez ici. Je suis convaincu que notre public partage l'opinion que je viens d'exprimer. D'ailleurs, il l'a effectivement exprimé dans les commentaires, ainsi que par le nombre de personnes qui ont regardé votre première apparition sur notre chaîne. J'aimerais revenir sur certains des points que vous avez mentionnés. Je suis entièrement d'accord avec chacune de vos déclarations. Et comme notre audience le sait, nous avons le très grand honneur et le privilège d'avoir accès à certaines informations confidentielles qui nous parviennent. Nous avons la responsabilité de les transmettre à notre audience et je vous en ai communiqué une partie. Tout ce que vous avez dit est totalement exact, factuellement correct. En fait, un rapport très récent indique que Reuters a signalé le transit de 300 à 400 manpads depuis la Chine vers l'Iran, en passant par le Pakistan. Nous le disons sur notre chaîne parce que nous en avons connaissance. Islamabad comme la Chine ont tous deux dit « non, ce n'est pas vrai ». Mais nous savons que c'est vrai. Donc la relation entre la Chine, l'Iran, le Pakistan et la Russie va rester très forte et elle ne fera que se renforcer. Cela repose sur tout ce que je sais. J'ai participé à l'équipe qui a mis en place ce pétrodollar. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. Je l'ai fait à un très jeune âge, puis j'ai rapidement compris que ce n'était pas quelque chose que je devais faire. Alors, je m'en suis écarté. Mais je sais très bien comment tout cela a été structuré, comment cela a été mis en place. Et les États-Unis ont financé toute leur guerre parce qu'ils disposent de ce pétrodollar. Et aujourd'hui, la facture s'élève à près de 40 000 milliards de dollars. Donc c'est absolument la raison essentielle pour laquelle Trump ne peut pas s'en détourner, même s'il le veut. Peut-être qu'il le veut. Peut-être qu'il en est personnellement fatigué. Mais les gens qui l'entourent, les forces autour de lui, ne laisseront pas cela se produire. L'Iran ne va pas non plus laisser l'autre camp faire, c'est-à-dire permettre que cela continue. Je n'ai aucun doute, c'est le point crucial, le creuset de tout ce conflit. Alors, comment pensez-vous que cela va évoluer? Je connais aussi le rôle d'Asim Munir. Je sais qu'il y a eu des échanges personnels, qu'une délégation américaine s'est rendue au quartier général, a rencontré Munir. Puis Munir a écrit une lettre, est allé directement voir le guide suprême. Et nous avions évoqué sur cette chaîne l'espoir qu'il puisse peut-être y avoir des discussions. Mais ensuite, comme vous le voyez, tout s'est effondré. Et l'Arabie saoudite, pour des raisons que personne ne comprend, fait désormais partie de cette guerre impossible à gagner. Alors comment pensez-vous que cela va se résoudre? Voyez cette question. Quand on parle de résolution, ce qui se fait, ce sont des tentatives pour l'élargir. Alors il faut d'abord comprendre cet aspect avant que j'en vienne à cette résolution. C'est un peu long, si vous me permettez de le dire. Je vous en prie, allez-y. Donc il ne s'agit pas seulement d'un élargissement au sein de l'Asie occidentale. Zelensky, le président Zelensky d'Ukraine, a aussi tenté de fusionner les deux théâtres, le théâtre européen et le théâtre ouest-asiatique. Et comment l'a-t-il fait? Un navire commercial, nous le savons tous, qui allait d'un port russe vers l'Iran via la mer Caspienne, a été frappé par des drones iraniens
par des drones ukrainiens, par des drones de l'Ukraine. By the Ukrainian drones, by the Yes. Ukrainian drones. So, and immediately the top leadership of Iran. Donc, immédiatement, les plus hauts dirigeants iraniens, chacun individuellement, ont dit que l'Ukraine paierait un prix pour cela. Now, the point Or, concernant la mer Caspienne, elle est restée paisible. Pourquoi? Elle n'a servi qu'à des activités commerciales, aux échanges, au commerce. Tout simplement parce que quand on regarde autour, on voit la carte. Autour de la mer Caspienne se trouvent ce qu'on appelle les pays de la CEI, la communauté des États indépendants, les pays issus de l'éclatement de la Russie. C'est donc une autre histoire. Ils ont leur propre conception de la sécurité collective. Les Ukrainiens ont donc essayé d'y entrer. Il faut maintenant comprendre 2 points. Et c'est important pour montrer la maturité des puissances victorieuses. This is important to show the maturity of the winning powers. This is important. And then I'll come to answer your question. C'est important. Et ensuite, je répondrai à votre question. Today, Aujourd'hui, il y a 2 puissances, l'Iran et la Russie. L'Iran en Asie occidentale et la Russie en Europe. countries are very Ces 2 pays sont en train de gagner la guerre. Il ne devrait y avoir aucun doute là-dessus. both the countries. Et pour les 2 pays, la menace est existentielle. Iran L'Iran fait face à une menace existentielle, et la Russie aussi. Donc, lorsque des pays font face à une menace existentielle, ils ne doivent jamais élargir leurs objectifs de guerre. Ils doivent toujours rester concentrés sur leurs objectifs de guerre. C'est une règle très simple de la guerre. Ce sont toujours les pays qui perdent, par exemple l'Ukraine, ou les pays du CCG en Asie occidentale, qui essaieront d'élargir la guerre. For example, the GCC countries in West Asia, they will try and broaden the war. And this is precisely what the Ukrainians tried to do. Et c'est précisément ce que les Ukrainiens ont essayé de faire. Donc récemment, évidemment, les Russes et les Iraniens ont dû se parler. Et par conséquent, en ce qui me concerne, les éléments indiquent que le président Poutine, le 26 juillet 2026, s'adressait à la journée de la marine russe. Il a tenu une vidéoconférence avec tous les commandants de ses flottes, la flotte du Pacifique, les flottes du Nord, de la Baltique et de la mer Noire. Il a aussi réuni le commandant de la flottille de la mer Caspienne. Or, en mer Caspienne, il s'agit d'une flottille, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a jamais eu de menace militaire là-bas. Et Poutine a alors fait une remarque très intéressante. A military threat there. And here Putin made a very interesting remark. President Putin said, and he praised Le président Poutine l'a dit, et il a salué la marine iranienne des gardiens de la Révolution pour ce qu'elle a fait dans le détroit d'Ormuz. Il l'a appelée la flotte de moustiques. Et il a dit que peut-être nous devrions nous aussi envisager une flotte de moustiques pour la flottille de la mer Caspienne. flotilla. Or, ce que nous savons, c'est que la flottille russe de la mer Caspienne compte quelques grands navires, mais essentiellement, elle dispose de petites corvettes. Vous savez, de petites corvettes capables de tirer des missiles calibre, des missiles de croisière. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce sont des missiles suffisamment meurtriers. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Russes ont très clairement indiqué qu'ils prendraient en charge la sécurité face aux menaces venant de la mer Caspienne, aux menaces qui viennent d'Ukraine. The threats which are coming from Ukraine. This is the important point. Because the priority for C'est un point important, parce que la priorité du président Poutine, et le président Poutine l'a souligné indirectement lors de sa visioconférence, c'est que la Russie dispose aujourd'hui de 9 brise-glaces à propulsion nucléaire. Aucun pays au monde n'en a autant. Autrement dit, sa priorité, c'est la route maritime du Nord. Sa priorité, c'est essentiellement de créer des menaces dans l'océan Arctique, parce que Trump est tellement accaparé qu'il ne pourra pas se concentrer désormais sur la priorité numéro 1 de sa stratégie de sécurité nationale, qui était l'hémisphère occidental. Et si l'Amérique est incapable de sécuriser l'hémisphère occidental, il n'y a aucune chance qu'elle puisse devenir le leader mondial, ni même une grande puissance. Donc, maintenant que nous avons compris ce point, laissez-moi répondre à la question de savoir comment cela va se terminer. So once we get this point, now let me answer how this will end up.
So the only way I see this whole thing ending up is Donc, that la seule issue que je vois à toute cette situation, c'est que le président Trump, à un moment donné, d'abord il y aura suffisamment de pression de la part des Israéliens et du lobby pro-israélien pour poursuivre et élargir la guerre. Mais il subit aussi une pression énorme pour y mettre fin. Et il comprendra, tôt ou tard, qu'il n'a aucun moyen de retirer aux Iraniens le contrôle du détroit d'Ormuz. Sa seule option, c'est donc de recourir à la diplomatie. Là, le maréchal Asim Munir jouera un rôle très important, et je suis sûr qu'il parle déjà aux deux parties. Le point de vue de chacune des deux parties est transmis par, enfin, c'est lui qui s'occupe de tout cela. by the either by he's the man who's doing all that. So the point is diplomacy will mean Donc le fond du problème, c'est que la diplomatie impliquera que les Américains devront accepter certaines choses. Les Américains ont le choix. Soit ils bombardent les pays du Conseil de coopération du Golfe pendant des décennies, il y aurait alors une destruction totale et les pétrodollars disparaîtraient. Soit la seule manière de sauver cela, c'est de laisser les pétrodollars subsister d'une façon ou d'une autre. Et la manière dont ils subsisteraient, c'est que, pour ce qui concerne le transit par le détroit d'Ormuz, selon ce que j'en comprends, il pourrait ne plus se faire en dollars américains. Il pourrait très bien se faire dans la monnaie locale de chaque pays. C'est quelque chose dont parle le cadre régional proposé par l'Iran. Mais il faut aussi se rappeler que les pays du Conseil de coopération du Golfe, des pays comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, ont investi beaucoup d'argent dans les infrastructures américaines d'intelligence artificielle. intelligence infrastructure of the Americans. Because if you see, for example, Saudis, Parce que si vous regardez par exemple les Saoudiens ont compris. Ils ont une vision qui s'appelle Vision 2030. Cela signifie qu'ils savent que le pétrole et le gaz ne dureront pas éternellement. Ils doivent donc désormais se tourner vers l'intelligence artificielle et chercher à accroître la productivité. Et c'est là qu'il restera, vous savez, une possibilité de commercer en dollars. Mais bien sûr, ce ne sera en rien au niveau des pétrodollars. C'est donc une option pour le président Trump. Ne bombarder aucune des infrastructures énergétiques essentielles et critiques de l'Iran et accepter certains frais par la voie diplomatique. and accept a certain fee through diplomacy. Accept that yes, Strait of Hormuz cannot Sauf que oui, le détroit d'Ormuz ne peut pas et ne sera pas ce qu'il était avant le 28 février. Donc, Zulfikar, le point que je fais est très simple. Ce n'est pas un choix facile pour le président Trump. Et c'est là que le maréchal Asim Munir, avec le soutien de la Chine et de la Russie, devra faire beaucoup d'efforts pour convaincre les Américains. Quant aux Iraniens, ils ont montré toutes leurs cartes, et à juste titre. C'est pour eux une menace existentielle. Et ils ne veulent pas que cette menace ressurgisse dans quelques années. Ils veulent donc en finir avec cela pour toujours. Et par conséquent, ils conserveront le contrôle du détroit d'Ormuz. Et selon moi, ce n'est qu'une question d'années avant que nous ayons un cadre régional en Asie occidentale. before we will have a regional framework in West Asia. Well, Praveen, I cannot. Eh bien, Praveen, je ne saurais dire assez de bien de vous, parce que cela touche au cœur de la situation. Au cœur de la situation. Et c'est ce que nous répétons régulièrement dans Transition Protocol sur notre chaîne. Récemment, nous avons évalué les prévisions que nous avions faites et la réalité qui nous a rattrapés. Et nous étions très enthousiastes. Veuillez simplement noter que presque tout ce que nous avons dit a été confirmé par la réalité. Vous avez raison. Grâce aux privilèges et à l'honneur que certaines personnes au Pakistan m'ont accordé, je sais ce que Asim Munir est en train de faire. Et il assume une grande part du travail difficile. C'est la raison pour laquelle les Américains l'ont rencontré. Et immédiatement, une lettre a été envoyée, en fait, et portée par Mohsin Naqvi au guide suprême. Et le guide suprême en Iran a dit « Oui, nous parlerons ». Et puis ceci s'est produit. Il y a un autre point de pression qui monte, Praveen, et vous pouvez le voir. C'est le point de pression économique.
Et il y a aussi le fait que les États-Unis arrivent au bout de leurs options militaires. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Ils sont à court de bombes intelligentes. Ils sont à court de missiles intelligents. Ils n'ont plus la capacité d'en fabriquer. Donc, quoi que Trump puisse vouloir faire, ou soit contraint de faire par l'influence sioniste autour de lui, il ne lui reste plus aucune option. À votre avis, combien de temps ça peut-il continuer avant que les pressions ne le rattrapent enfin et qu'il en vienne à reconnaître que l'Iran doit contrôler le détroit d'Ormuz? C'est la seule façon dont cela peut se terminer. Il n'y en a pas d'autre. Écoutez, la première chose, Zulfikar, c'est que cette guerre ne peut pas continuer. Beaucoup d'experts américains, vous savez, ne cessent de citer l'exemple de l'implication des États-Unis au Vietnam et en Afghanistan. Cela ne peut pas se passer ainsi, pour deux raisons. La première, c'est que le monde d'aujourd'hui est multipolaire. L'Amérique n'est pas l'unique puissance mondiale, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que le détroit d'Ormuz voit passer 20% de l'énergie. Et ce sont les pays asiatiques qui en ont le plus besoin. Et si, en plus, les Yéménites ferment le détroit de Bab el-Mandeb à tout le monde, alors cela crée des difficultés supplémentaires. Quelque chose comme 12 à 15% du commerce passe par Bab el-Mandeb. Et laissez-moi aller un peu plus loin et dire que, vous savez, une option dont peu de gens parlent, même si certains en parlent, reste possible. Et c'est aussi ce qui a été fait pendant la guerre de 12 jours qui a eu lieu en 2025. Les navires ont été envoyés jusqu'au cap de Bonne-Espérance, puis vers le canal du Mozambique, parce que les deux détroits étaient fermés. Enfin, celui-ci était fermé. Bab el-Mandeb, était fermé. L'autre, le détroit d'Ormuz, était ouvert. C'est donc ce qui se passait. Et bien sûr, cela prenait plus de temps. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre que depuis 2019, et surtout récemment, l'Iran mène des exercices navals bilatéraux et trilatéraux dans le golfe d'Oman. Il mène des exercices trilatéraux réunissant l'Iran, la Russie et la Chine. Et le dernier a eu lieu, je crois, en mars 2026. Ensuite, il y a l'exercice bilatéral qu'il mène avec la Russie. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Pakistan est là aussi. Mon point est le suivant. Si le président Trump continue à faire ce qu'il fait, et si les Iraniens, à un certain stade, ce qui je ne pense pas arrivera de sitôt, parce que l'Iran joue un jeu très intelligent, décide que le blocus imposé par les Américains est un acte de guerre, alors tous les navires américains présents dans ce blocus constitueront une cible de choix. Il y aura une énorme vulnérabilité et les forces extérieures ne seront pas autorisées à intervenir. Par la Chine. La Chine est juste là, à Djibouti, parce qu'elle répète sans cesse que la guerre doit prendre fin. Ils insistent là-dessus, mais ils reconnaissent aussi que le détroit d'Ormuz est une voie navigable intérieure à usage international. C'est une voie navigable intérieure de l'Iran et d'Oman. Donc le point est très clair. Le président Trump n'a en réalité pas le choix. La pression mondiale s'accumule et lui-même comprend qu'il ne veut pas être un Herbert Hoover. Et il y a aussi un gros problème en Amérique. Je ne parlerai même pas des élections de mi-mandat, dont beaucoup d'analystes ont fait un enjeu très important. Je ne sais pas à quel point c'est important, parce que je ne suis pas américain. Donc, je parle en observateur qui regarde tout ce qui se passe en Asie occidentale et les liens avec le théâtre européen, avec l'hémisphère occidental. Je ne regarde que la géopolitique et la stratégie. Le président Trump doit donc décider quoi faire. Il ne peut pas continuer comme ça. Un coup oui, un coup non. Vous savez, un jour, il dit « Très bien, j'ai signé le protocole d'accord », puis il dit qu'il relance la guerre. Je veux dire, le 11 avril.
La réunion d'Islamabad a lieu. 21 heures plus tard, J.D. Vance et son équipe quittent la réunion. Puis le 13, il met en place le blocus naval. Ensuite, le 17 juin, il signe le protocole d'accord. Et puis, le 7 ou le 8 juillet, il relance encore la guerre. Je veux dire, sur un protocole d'accord qu'il a lui-même signé. Cet homme n'a donc aucune crédibilité dans le monde. Et il n'y a aucune raison pour que les Iraniens lui fassent confiance. Et il n'y a aucune raison pour que le monde ne se range pas aux côtés de l'Iran. La preuve du nombre de pays qui soutiennent l'Iran, on peut la mesurer lors des funérailles du Guide suprême. Quelques 40 millions de personnes y ont participé. Donc, ce que je veux dire, Zulfikar, c'est que c'est à cet homme de décider ce qu'il veut faire. Ce que j'ai dit et ce que je crois, c'est qu'il ne pourra pas réellement mettre ses menaces à exécution lorsqu'il dit « Je vais bombarder l'Iran jusqu'à son anéantissement ». Il ne peut pas faire ça, parce qu'alors ses pétrodollars disparaissent. C'est aussi simple que ça. He will be bombing his petrodollars. Il bombardera ses pétrodollars. S'il fait cela, il bombardera quelque chose qu'il cherche à préserver, à savoir la source même du pétrodollar. Parveen, je vous ai gardé plus longtemps que je ne l'avais dit, mais vos commentaires ont été tellement fascinants. Et je ne pense pas du tout devoir retenir mes éloges sincères pour la profondeur de votre analyse, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Moi-même, mais aussi nombre de mes collègues invités à partager leur opinion sur cette chaîne, ainsi que des personnes avec qui je m'entretiens et qui occupent des postes à très haute responsabilité. Alors, merci infiniment au nom de notre audience mondiale. Cette séance a été extraordinaire, avec quelqu'un qui possède une connaissance immense, une grande profondeur d'analyse et qui apporte un point de vue très singulier que je soutiens pleinement. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur notre chaîne Substack qui porte le même nom, Transition Protocol. Devenez membre payant. Nous vous enverrons tout cela directement dans votre boîte mail et nous vous proposerons chaque semaine des commentaires de cette qualité avec des personnes aussi estimées que Praveen Sani, mon très cher collègue, ainsi qu'avec certaines personnes qui interviennent presque tous les jours. Alors, merci beaucoup, vraiment. Jusqu'à la prochaine fois, nous prenons congé. Merci infiniment d'être un public qui nous soutient autant. Nous apprécions vraiment le fait que vous nous souteniez tant. Praveen, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci infiniment. Thanks a lot.